Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, le groupe socialiste, écologiste et républicain a sollicité ce débat de contrôle sur la situation des urgences durant l'été 2024, afin de prendre la mesure des difficultés structurelles qui affectent notre système de santé, interroger le gouvernement sur son plan pour assurer une bonne prise en charge aux urgences pour tous et partout sur le territoire. Malgré les réformes amorcées, notamment suite à la mission flash de François Braun, en 2022, l'été 2024 a confirmé une aggravation des difficultés qui se heurtent aux mêmes obstacles année après année. Il ne s'agit pas d'une question technique. Derrière chaque chiffre se cache une réalité douloureuse. Des patients qui passent de longues heures sur des brancards ou dans des véhicules de secours d'un hôpital à l'autre. Des soignants épuisés qui ne peuvent prendre leur congé, des services en tension permanente. Cette situation, comme l'a tristement illustré le mur de la honte au CHU de Brest cet été, qui recense les patients de plus de 75 ans des urgences, plus de 130 ont passé plus de 12 heures sur un brancard. Ceci est indigne de notre système de santé, de notre service public, indigne de notre République. L'arrêté du 2 juillet 2024 régule temporairement l'accès aux urgences. Il n'apporte qu'une solution transitoire et partielle. Ce filtrage permet à court terme de désengorger les services en priorisant les urgences vitales, mais quid des autres urgences qui nécessitent une prise en charge médicale? L'offre de soins en ville pour prendre en charge les autres patients n'existe souvent pas. Les situations se dégradent et les professionnels de santé nous alertent sur des prises en charge trop tardives, mettant en danger la vie de certains patients. Le rapport du SAMU Urgences de France, publié en septembre, est édifiant. La tension sur les lits d'aval a encore augmenté cet été, ne permettant pas le désengorgement des urgences. 84 départements ont été affectés par des fermetures d'urgences, ponctuelles ou continues. Ces fermetures en cascade génèrent un report d'activité vers d'autres établissements, eux-mêmes déjà sous pression. Alors qu'avez-vous fait? Réguler, filtrer, mutualiser. Ces mesures ont certes permis de maintenir le système à flot, mais à quel prix? Celui d'heures supplémentaires massives, d'une prise en charge dégradée, pas adaptée à la situation des patients, notamment les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes vulnérables, celles qui n'ont pas d'autre recours que le service d'urgence, faute de médecins traitants ou de relations personnelles avec un médecin. Ce que nous constatons aux urgences n'est que le reflet d'une crise plus large, celle de notre système de santé publique qui s'écroule. Une crise alimentée par la pénurie de soignants, la désertification médicale de certains territoires et un manque de moyens structurels face aux besoins croissants de la population. La mission Braun avait pourtant esquissé des pistes, la régulation médicale, la création des services d'accès aux soins, le renforcement des assistants de régulation, la télémédecine ou encore une meilleure rémunération des gardes pour les médecins libéraux. Force est de constater que ces solutions ne suffisent pas, elles sont des pansements sur une plaie béante. L'absence de réformes structurelles entraîne un recours croissant à l'intérim médical avec des conséquences financières dévastatrices. En juillet dernier, la Cour des comptes a publié un rapport accablant mettant en lumière une hausse de 25% des contrats d'intérim médical et un quasi-doublement des dépenses liées au temps de travail additionnel, atteignant 402 millions d'euros en 2022. Parallèlement, les emplois des praticiens contractuels ont augmenté entre 2017 et 2022 pour un coût total de plus de 1 milliard d'euros. Madame la ministre, qu'en est-il du bilan de l'application de la loi Rist sur l'intérim et ses dérives financières ? Quelles conséquences sur la nature des contrats signés par les hôpitaux pour assurer des gardes complètes? Alors que le déficit des hôpitaux pourrait atteindre 2 milliards d'euros en 2024, quelles mesures comptez-vous prendre pour freiner cette spirale onéreuse qui ne résout pas l'accès aux soins pour tous, partout? En janvier dernier, le président de la République a exprimé sa volonté, je cite, de régulariser nombre de médecins étrangers qui tiennent à bout de bras nos services de soins. Ces praticiens à diplôme hors Union européenne, les PADU, exercent sous un statut d'interne très peu rémunéré. Sans eux, de nombreux services d'urgence ne pourraient fonctionner. Ces médecins, essentiels au fonctionnement de nos hôpitaux, vivent dans une précarité financière et administrative. Ils doivent renouveler chaque année, voire tous les 6 mois, leur autorisation de séjour ou bénéficier, je l'ai vu dans mon hôpital, de récépissés de la préfecture renouvelables tous les 3 mois. Quand envisagez-vous de régulariser ces professionnels de santé diplômés à l'étranger, attestant de leur professionnalisme, souvent lauréats des EVC, pour leur donner la visibilité professionnelle nécessaire, ainsi qu'aux équipes d'urgentistes? Il faut reconnaître leur rôle crucial dans le maintien de nos services d'urgence partout en France.
La même urgence s'impose pour les étudiants français ayant fait leurs études à l'étranger. Il est indispensable de faciliter leurs démarches afin qu'ils puissent revenir faire leur stage, leur internat, puis exercer en France. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous priver de ces compétences. Trop de jeunes choisissent d'étudier la médecine à l'étranger. Cette réalité est alarmante. Madame la ministre, quelles mesures le gouvernement envisage-t-il pour rapatrier les étudiants français formés à l'étranger et peut-être éviter qu'ils ne partent ? Cet été a également révélé un système d'urgence à 2 vitesses dans notre pays. Alors que des moyens exceptionnels ont été déployés pour répondre aux besoins sanitaires lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, les fermetures du service d'urgence se sont multipliées ailleurs en France. Malgré l'afflux massif de touristes en région parisienne pour ce formidable événement, l'AP-HP s'est félicitée de la robustesse du dispositif pour prendre en charge les athlètes et le public. Avec 370 lits supplémentaires ouverts pour les périodes des Jeux, l'AP-HP a réussi à fluidifier les passages dans les services d'urgence. Nous nous réjouissons de ce succès. Il démontre de façon claire que lorsque des moyens et une organisation adéquate sont déployés, le système fonctionne et fonctionne même très bien. Il est temps de poser un diagnostic clair. Notre système de santé est en sursis. Nous devons cesser de le rafistoler avec des solutions à court terme. Il nous faut une réforme systémique qui prenne en compte l'ensemble de la chaîne de soins, depuis la prévention et la médecine de ville jusqu'à l'hôpital. Nous devons recréer un maillage territorial cohérent, réhabiliter les services de proximité, redonner aux soignants les moyens de travailler dignement et efficacement. Cette réforme doit se faire en lien avec chaque bassin de vie, avec les professionnels de santé, les associations de patients et les collectivités locales qui sont en première ligne pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Les urgences sont pour beaucoup la porte d'entrée de l'hôpital. Quand elles s'effondrent, c'est tout notre système qui vacille. Cette situation n'est plus tenable. Il est de notre responsabilité en tant que législateurs et responsables politiques de remettre la santé publique au cœur de nos priorités. Virginie, une infirmière dans un établissement périphérique, élue de mon département des Côtes-d'Armor, témoigne. L'accès aux services des urgences régulés dans le département oblige les pompiers et les ambulanciers privés à des trajets beaucoup trop importants, dans de mauvaises conditions. Ces prises en charge de patients sont indignes. Les médecins intérimaires doivent être réaffectés sur des postes vacants. Les praticiens à diplôme hors Union européenne doivent être régularisés. Nous devons accueillir des brigades cubaines comme pendant le Covid dans nos territoires ultramarins dans l'attente de la formation de médecins en nombre pour les affecter là où la population a besoin de soins. Nos maternités ferment et la mortalité infantile augmente. Nos anciens ont des fins de vie inacceptables. L'argent doit être au service du bon sens. Tout est dit. Je citais Virginie. Madame la ministre, que répondez-vous à Virginie ? Le gouvernement a-t-il l'intention de répondre à l'urgence actuelle que connaît l'hôpital public ? Quelle organisation des soins pour une fluidité d'accès ville, urgence, hôpital ? Quelles mesures envisagez-vous pour anticiper l'été 2025 et éviter les tensions dans les services d'urgence ainsi que les fermetures temporaires ou durables dues, entre autres, à un manque de personnel ? Les urgences sont par définition pour les Français le recours de l'immédiat. Pour les accidents de santé, les accidents de la vie, l'endroit réflexe pour sauver des vies. Pour mieux comprendre l'extrême urgence à résoudre le problème des urgences, je vais illustrer mon propos d'exemples locaux de mon département. Une étude de l'AP-HP explique qu'une nuit passée sur un brancard aux urgences augmente la mortalité de plus de 40% pour les patients de plus de 75 ans. Cet été, les personnels du CHU de Brest ont affiché à l'entrée des urgences ce qu'ils appellent un mur de la honte, avec le prénom du patient, son âge et le nombre d'heures d'attente passées sur un brancard. On pouvait par exemple y lire « Monsieur S, 89 ans, a passé 30 heures sur un brancard ». À Carhaix, les urgences sont toujours régulées par le 15, malgré un accord signé par l'État, les collectivités du Centre-Ouest Bretagne et les partenaires sociaux depuis octobre 2023. Cet été, à Morlaix, le service des urgences a été mis en très grande difficulté face à un afflux de population estivale. Madame la ministre, la population et les élus des territoires vous demandent d'agir efficacement et nous n'attendons pas de miracle, simplement ce qui est dû. Comment comprendre que les cliniques privées refusent de prendre en charge certains actes jugés non lucratifs pour les renvoyer aux urgences de l'hôpital public ?
Comment comprendre que les groupements hospitaliers du territoire en sont à gérer des pénuries par un système de reconcentration des moyens autour des métropoles, alors qu'ils devaient servir de levier de bonne répartition des moyens sur l'ensemble du territoire? À la désertification médicale de la médecine de ville vient s'ajouter celle des urgences hospitalières. Madame la ministre, allez-vous accepter de voir rogner le budget alloué aux hôpitaux publics, ce qui serait une quasi-condamnation à mort, ou plutôt défendre fermement l'hôpital public 2025 avec les budgets et les moyens qui leur sont nécessaires? Je voudrais tout d'abord, en notre nom, à toutes et tous, envoyer un message de solidarité aux Calédoniens. La crise politique a de graves conséquences sanitaires. Il a été difficile, voire impossible, d'accéder au centre hospitalier territorial en raison des barrages. Depuis le 2 septembre, les lits d'hospitalisation sont fermés à Point-d'Imier et à Coumac par manque d'infirmiers et de médecins. Il n'y a plus de service d'urgence la nuit. Durant de nombreuses semaines, et peut-être est-ce encore le cas aujourd'hui, le nombre de décès a presque doublé. Permettez-moi d'évoquer les problèmes que nous connaissons à La Réunion, non pas durant cet été, mais plutôt durant notre hiver austral. Problèmes qui, s'il est vrai, ne sont pas aussi dramatiques, sont néanmoins graves pour notre population. Le 3 octobre dernier, un patient de 90 ans qui s'était rendu aux urgences pour une détresse respiratoire a dû attendre 17 heures avant d'être pris en charge. Il s'agit, mes chers collègues, qui représentaient les collectivités territoriales, de l'ancien maire de Salazie, Jean-Claude Vellemant. Vous en conviendrez, une si longue attente n'est pas acceptable pour n'importe lequel des citoyens, ancien maire ou non. Cette grave défaillance reflète la situation fragile de notre CHU, et cela malgré l'engagement remarquable des équipes. Au-delà des spécificités liées à l'insularité, le service des urgences du CHU de La Réunion, hôpital de référence de l'océan Indien, accueille de nombreux Mahorais par évacuation sanitaire, car les infrastructures ne sont pas adaptées à Mayotte pour tous les actes. En 2012, il y en avait 400, 1600 en 2023. Je rappelle que nous comptons 40% de patients non affiliés pour lesquels le CHU doit se battre pour ouvrir des AME avec la CGSS, vu que l'AME n'existe pas à Mayotte. Je rappelle aussi qu'un tiers des EVASAN depuis Mayotte concerne des étrangers. C'est l'honneur de notre CHU, c'est l'honneur de La Réunion, mais c'est aussi l'image de la France dans son bassin régional. Cela implique cependant un soutien de l'État. Le précédent gouvernement avait annoncé une revalorisation de 3 points du coefficient géographique, ce que l'ensemble des acteurs avaient accueilli avec satisfaction. Confirmez-vous cette revalorisation? Allez-vous aller plus loin, vu les nombreuses EVASAN prises en charge par le CHU de La Réunion au nom de la solidarité nationale? Fin d'été dans la belle ruralité gersoise. Un vendredi, une personne âgée est orientée par son généraliste vers le service d'urgence de l'hôpital de Condom, à 25 km de sa commune de résidence. Arrivé vers 17h30 aux urgences, le patient ne peut être pris en charge, faute de personnel médical suffisant. Premier manquement grave au service public de santé. À 22h, la personne décide donc de rentrer chez elle. Le lendemain, samedi, un ami s'inquiète de la situation et n'arrive pas à joindre la personne. À 17h30, après intervention du maire et des pompiers, la personne est retrouvée inanimée dans les toilettes de son appartement. Elle vient d'y passer près de 8 heures. Nouvelle hospitalisation à Condom à 18h et à 23h, nouveau retour à son domicile après une prise en charge qui, pour le moins, interroge. Le dimanche, un proche atteste que la personne était totalement incapable de se déplacer, de s'alimenter et de satisfaire ses besoins naturels. Deuxième manquement grave au service public de santé. Le lundi, nouvelle hospitalisation en urgence, mais cette fois à Auch, où il est diagnostiqué une grave affection avec insuffisance pulmonaire et nécessité de dialyse tous les 2 jours. À l'heure où je vous parle, la personne est toujours hospitalisée. Elle est très affaiblie, sous oxygène, et délivre à un proche la parole suivante, je cite, « Que c'est long l'agonie ». Madame la ministre, cette situation est inacceptable et je voudrais savoir quelles dispositions vous comptez prendre pour que systémiquement et systématiquement, un service d'urgence indispensable dans la ruralité soit doté 24 heures sur 24 d'un médecin. Et je voudrais également savoir comment se fait-il qu'on puisse ainsi transporter un patient vers un service d'urgence qui n'est pas doté d'un médecin. C'est la catastrophe, mais je pense qu'en dehors des personnels de santé, personne ne s'en rend compte. Ces mots sont ceux d'un soignant cité dans l'enquête de SAMU Urgences de France, publiée le 17 septembre. Ils doivent nous alerter. La situation des urgences dans notre pays est préoccupante.
Ce débat, proposé par le groupe socialiste, a été l'occasion pour nous tous d'exprimer notre inquiétude, notre colère aussi face à une situation qui se répète chaque année aux grandes dames de nos concitoyens. La vérité est que l'hôpital brûle et que, malgré les promesses, rien ne change. Les chiffres évoqués ce soir sont éloquents. 2 services d'urgence sur 3 ont fermé au moins une fois cet été. Un tiers ont dû mettre en place une régulation médicale d'accès par le 15. 86 départements ont été touchés par la fermeture d'au moins une ligne médicale. Si le bilan est meilleur qu'en 2023, il convient de l'analyser au regard du nombre anormalement élevé d'heures supplémentaires. Le personnel tient au prix d'un sacrifice trop peu reconnu. Malgré la crise, 1500 lits ont été fermés et près de 1000 postes d'internes sont supprimés en 2024. Une aberration. En métropole comme dans les territoires d'outre-mer, les urgences ne sont plus en mesure de mener à bien leur mission. Dans mon département d'Ordogne, les urgences de l'hôpital de Sarlat ont dû fermer plusieurs jours consécutifs cet été. 23 jours depuis le début 2024. La maternité, quant à elle, a été contrainte de fermer ses portes durant 180 jours. Certaines femmes ont dû ainsi faire 1 heure de route pour accoucher. Inacceptable et dangereux. Souvent, ce sont les pompiers du SDIS qui assurent les transports, et notamment des sapeurs-pompiers volontaires, pourtant libérés par leur employeur pour participer aux opérations de secours et non pour pallier aux carences de notre système de santé. La fermeture d'un service d'urgence peut ainsi générer des interventions pour les pompiers qui peuvent durer 5 à 6 heures. Nos concitoyens payent un lourd tribut, conséquence directe d'un manque d'investissement et d'une gouvernance instable. 8 ministres en 7 ans se sont succédés. Les mesures passées sont insuffisantes. Les quelques effets positifs de la mission Flash de 2022 ne sont pas à la hauteur. La désorganisation et les dysfonctionnements de notre système de santé sont beaucoup trop profonds. Face à cet effondrement, des structures privées émergent et permettent de compléter l'offre de soins. Centres médicaux privés ou cabinets à horaires élargis proposent une prise en charge des petites urgences. Ils se veulent l'échelon manquant entre urgences et généralistes. Cependant, ils ne peuvent pas se substituer à l'hôpital public. Mes chers collègues, l'égalité d'accès aux soins est une des bases de notre système de santé. Nous ne pouvons laisser s'imposer une médecine à 2 vitesses. Des lits et des bras, voilà ce que réclament les soignants pour sauver les services d'urgence. Leur mission première est de soigner, de sauver des vies. Ils doivent pouvoir le faire dans de meilleures conditions. Nous nous faisons le relais des propositions portées par SAMU Urgences de France. Il faut définitivement se passer de la possibilité d'hospitaliser un patient dans un couloir. On l'a abordé ce soir. Nous devons également intégrer l'indicateur libre encart dans les IFAC au lieu de l'actuel financement à l'amélioration de la gestion des lits. Les services d'urgence ne peuvent plus répondre aux besoins croissants de la population. Revoir le maillage territorial des services d'accueil est une nécessité. Il nous faut plus de centres de soins primaires, généraliser progressivement la régulation médicale d'accès aux urgences et mettre en place un ratio patients soignés au sein des services d'accueil d'urgence. Cette mesure faisait d'ailleurs partie de la PPL de Bernard Jomier adoptée par le Sénat. Plus globalement, il nous faut évidemment plus de moyens. Je pense ici, on l'a évoqué, à l'état catastrophique de la santé mentale. J'avais marqué de la psychiatrie, mais j'ai au moins compris ça, qui manque cruellement de psychiatres et de psychologues. Nous ne sommes pas à ce niveau, à la hauteur des besoins. Il est urgent d'agir vite et bien pour répondre présent face à la demande croissante. La problématique des urgences est directement corrélée à la désertification médicale. La majorité de nos concitoyens concernés, sont notamment dans les zones rurales. Les élus sont en première ligne. Certains en Bretagne, on l'a dit également, et dans le sud-est, ont même pris des arrêtés
appelant à un plan d'urgence d'accès à la santé. Nous devons donc être vigilants pour que dans le projet de loi de finances sécurité sociale soient dotés des moyens nécessaires. Et je veux terminer en remerciant en notre nom, et je pense au nom de vous tous, je n'en doute pas, les communautés médicales dans notre pays pour leur dévouement et leur engagement admirable.